Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des interviews Scale to Sell. Aujourd'hui, je reçois Didier Gasté de Spécial. Salut Didier. Salut François. Alors, écoute, je te laisse te présenter et nous parler un peu de Spécial, qui avant avait un autre nom. Ouais, exactement. Moi, Didier Gasté, j'ai 39 ans. Je suis originaire de Toulon. J'ai fait mes études à Marseille, dans l'école de commerce d'Euromed, qui s'appelle Catch maintenant. Et ensuite, j'ai fait mon premier stage dans une industrie que j'allais pas quitter pendant 15 ans, mais je ne savais pas encore, qui est l'industrie des centres commerciaux. J'avais fait un stage chez Unibail Rodamco Westfield. C'est là-bas que j'ai constaté le manque de connaissances clients des acteurs du commerce physique en général, le manque de connaissances clients criants des centres commerciaux. Et ça m'a donné l'idée de créer ma boîte, spéciale, anciennement Transaction Connect. Qu'est-ce qu'on fait en fait? On a créé une plateforme de fidélisation basée sur les données de paiement. On a une technologie qui permet de très facilement rattacher une carte de paiement à un programme de fidélité, de faire en sorte qu'à chaque fois que le client il paye dans une boutique partenaire, on puisse identifier cette transaction et le récompenser. Depuis 2016, j'ai essayé de faire croître ce projet avec des hauts, des bas, mais on va en parler. Qui sont tes clients exactement? C'est les centres commerciaux, c'est les marques, c'est les particuliers? Alors en fait, actuellement, c'est les centres commerciaux. Donc on les équipe d'une solution SaaS qui leur permet de déployer un programme de fidélité multi-enseigne hyper simplement. On a obtenu une licence bancaire auprès de la Banque de France qui nous permet d'être connectés en API à l'ensemble des banques européennes. Et donc du coup, le centre commercial du passage du Havre à Paris, par exemple, va mettre en place un programme de fidélité qui va récompenser les clients lorsqu'ils vont dépenser dans le centre commercial. Donc moi, la licence, je la vends aux centres commerciaux et eux ensuite se chargent d'aller négocier de la générosité et des offres avec les retailers pour faire tourner le programme. Et donc du coup, donc tu dis que c'est le centre commercial, mais ton business model, c'est du coup, c'est une licence plus d'utilisation, ça se passe comment? C'est une licence plus de l'utilisation. En fait, je facture pour que ce soit un peu compréhensible et digeste. Je facture en fonction du nombre de points de vente. Donc, en gros, tu as D'accord. un abonnement qui va entre 15 euros à 45 euros par mois du point de vente. Et avec ça, tu accèdes à la plateforme pour rattacher une carte de paiement, manager ton programme de fidélité et toute une partie analytics où je vais te faire des analyses de ta zone de chalandise, te faire des analyses sur la fréquence de visite, le panier moyen, identifier des segments à valeur. Donc voilà, et en fait, je te facture en fonction du nombre d'utilisateurs qui vont être onboardés sur la plateforme. Donc ensuite, tous les 5000 utilisateurs, tu as une facturation additionnelle. Globalement, aujourd'hui, comment, tu as construit la société? Quels ont été les grands caps de développement? En fait, il y a comment je pensais construire la société et puis comment ça s'est passé dans les faits. C'est bien. J'ai eu assez de enfin, on a vu une belle opportunité, on a eu la chance de partir au bon moment et de bien exécuter. En gros, entre le moment où j'ai créé la boîte en septembre 2016 à, en gros, décembre 2019. On a bootstrappé, nous, pendant quasiment 2 ans et demi avec mon associé CTO qui est Maxime Delry. On a créé une équipe à deux, on a fait un MVP au bout de 4 mois. On a un peu enchaîné les concours, les accélérateurs. On était à l'accélérateur des Galeries Lafayette, on avait fait l'accélérateur d'Unibail Rodamco, et on a pu faire des premiers POC. Et on a obtenu notre licence bancaire qui nous permettait d'accéder aux données de transaction en gros en décembre 2018. Donc tout ça, ça a été la phase de construction et où on était hyper léger, où on était quatre. Donc Maxime, un UX designer et un dev. Et on a commencé vraiment à vendre à partir de, on va dire, de fin 2018, début 2019. Et entre 2018 et 2021, malgré le Covid, on a réussi à faire x2 de chiffre d'affaires tous les ans à peu près, ce qui était assez chouette. En revanche, là où ça a été euh, très sport, c'est que clairement nos ventes commençaient à décoller en 2019. On avait vraiment une très belle croissance.
beaucoup de demandes clients et on avait besoin de faire grossir l'équipe. On est arrivé à 2019, on devait être à peu près 7 ou 8 personnes. Et donc, on a levé des fonds avec des VC, donc Elaya, et un business angel que j'avais rencontré au tout début de notre incubation à Dauphine, qui s'appelle Didier Cellier. Et donc, on a levé 1,5 million en septembre 2019 pour pouvoir accélérer. Donc là, toi, tu as bootstrappé pendant 3 ans. Tu dis enfin un peu de l'argent pour pouvoir investir. Tu vois tous les profils que tu pouvais pas recruter avant. Et puis on se met du coup à recruter. Sachant qu'on avait signé notre plus gros contrat fin 2019 qui nous obligeait à déployer dans 11 pays et donc à intégrer à peu près 1200 connecteurs de banque, ok, pour accéder à des transactions. Donc en fait, obligé de recruter des devs pour pouvoir rendre le service qu'on avait vendu. Et Ce du coup, contrat, un ordre d'idée, c'est en millions de chiffre d'affaires, c'est euh, bon, en fait, le prix catalogue, je te l'ai donné, hein, c'est entre 15 et 45 euros du point de vente. Donc, si tu comptes, on va dire un prix moyen à 30 euros de la boutique et un centre commercial, c'est à peu près 100 boutiques. Ça veut dire que ça fait à peu près 3 000 euros au mois. Donc, un panier moyen aux alentours de 30 000 euros par centre commercial à peu près. Donc voilà, et on a déployé plus d'une centaine depuis qu'on est créé. Donc je te laisse estimer à peu près combien ça peut faire. Et du coup, ouais, on arrive le moment où tu as envie de scaler justement, où tu dis ok, qu'est-ce qu'on fait à la mano actuellement lorsqu'on s'en lance un programme, qu'est-ce qu'on pourrait automatiser, quelles sont les évolutions technologiques qu'on doit faire, et allez, on recrute et on fait la roadmap et on y va. Sauf qu'on a lancé ça au mois de septembre et que à partir de janvier 2020, on commençait à entendre un peu parler du Covid. On se disait bon, c'est en Chine, un peu en Espagne, bon, on va voir. Et puis mars, on est rentré dans une nouvelle phase de la boîte et j'en avais pas conscience. Et ce qui était assez dingue, c'est qu'on était 8 personnes en septembre 2019 qu'on a levé les fonds. On était déjà arrivé à 14 personnes en mars 2020. Et pour livrer nos gros contrats, on était obligé de continuer à recruter, à prendre des devs. Déjà que c'est dur en temps normal quand l'environnement reste le même, de faire entrer des nouveaux collaborateurs, d'être sûr qu'ils sont alignés sur les valeurs, de faire en sorte que on perde pas en efficacité, que la communication, l'onboarding se passe bien et qu'on soit bien aligné. En fait, quand tu fais tout ça en passant en remote et alors qu'on n'était pas assez documenté et structuré, ça a été ça a été très 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 difficile, très 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 difficile parce que on a fait à peu près toutes les erreurs qu'on pouvait faire, recruter des profils sans être totalement certain qu'ils correspondaient vraiment à notre mindset et à nos valeurs, difficile de mettre les bons rituels en remote au début pour s'en rendre compte, pour faire en sorte de bien les onboarder. Donc il y a ça. Le côté un peu schizophrène de 2020-2021 à essayer de motiver toutes les troupes, mais moi en ayant le flipomètre à 2000 parce que tous mes clients centres commerciaux, ils sont passés soit en chômage partiel, soit ils sont dans des zones de confinement et donc du coup les centres commerciaux sont fermés. On déployait dans 12 pays, donc en fait il y avait un pays qui déconfinait, il y avait l'autre qui confinait. Ça a été très 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 sportif. Et du coup, ce que j'en retiens, c'est que petit 1, les plans, c'est bien, mais la réalité nous surprend toujours. Dans mon SWOT, j'avais pas mis pandémie mondiale, clairement. ah, beaucoup Euh, de personnes l'avaient anticipé quand même. comme pas grand monde, et il y a beaucoup d'industries qui ont été touchées, mais l'industrie du retail, il a changé euh, à jamais en fait, suite au Covid, et l'industrie des centres commerciaux.
pareil en fait, hein, et à une évolution incroyable. Donc clairement, avec du recul et avec mes futures aventures entrepreneuriales, si un jour je me relance sur un nouveau projet, c'est aborder cette phase de scale en se préparant à scaler, mais aussi à s'adapter et à descaler si jamais on le fait. Parce que euh, évidemment, si on veut passer des caps niveau produit, faut investir, faut recruter, mais c'est une responsabilité lourde. C'est ensuite un payroll qui augmente et on est vraiment à la merci d'un ralentissement commercial. Nous, on a malgré tout réussi en 2020 et 2021 à faire quasiment x2 de chiffre d'affaires en 2021 et x2 en 2020. Mais je me disais, bon, ça va repartir, ça va repartir, ça va repartir. Mais en fait, on était plus en train de convertir notre pipe de 2020 et 2019 que réellement de se créer des nouveaux leads et de développer. Donc comment j'ai fait pour essayer de structurer la boîte et scaler? J'ai fait un peu comme j'ai pu, en essayant de mettre en place des objectifs qui soient clairs, diffusés, formalisés. Il y a une méthodologie OKR, Objectif Key Result, qu'on avait déployé dans la boîte. Il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui ont moins bien marché. Euh, et, euh, et voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire sur cette période très mouvementée de 2020-2021. Et 2022, ça a été un peu l'année pour moi, on va dire pivot. Je me suis rendu compte que le marché reprendrait pas commercialement comme je l'espérais, que ça prendrait du temps et que ça reviendrait sûrement jamais au même niveau. Et donc là, il a fallu faire une deuxième partie de scale qui est de se dire, OK, comment je peux faire autant avec moins de personnes, avec moins de ressources, pour aller plus vers de la rentabilité, parce que on avait pris un PGE, on avait les premiers remboursements qui allaient arriver. Le marché du financement était très tendu et d'autant plus tendu pour des industries pas très sexy aux yeux des investisseurs qui sont le retail, le marketing, tout ce qui est marcom. Et donc du coup, je me suis rendu compte de ça très vite et on a pris des décisions assez tranchées. On était monté à près de 40 collaborateurs. Et on a dû revenir à une quinzaine de collaborateurs en l'espace de 18 mois, Et vous, ce qui a été très sportif. Mais une de mes fiertés, c'est que je pense qu'on a à peu près 70 collaborateurs qui ont dû passer depuis que j'ai créé la boîte. Euh, on a, j'ai toujours pris le temps de leur expliquer quand ça allait et quand ça allait pas, et que quand on se séparait de personnes, de prendre le même temps qu'on avait pris pour les recruter et pour les convaincre de venir, pour leur expliquer les raisons de pourquoi on devait se séparer d'eux. Et il y a, c'est un exercice qui est pas évident, mais une de mes fiertés, c'est que ben, à chaque fois qu'on fête un anniversaire de la boîte ou qu'on a un événement, on invite les anciens et il y en a aucun que je peux pas regarder dans les yeux et que j'ai pas plaisir à revoir. Que en l'espace de 8 ans de boîte, on a eu un prud'homme qu'on a gagné et que tous les autres départs se sont bien passés, que j'ai toujours du plaisir parfois à recollaborer avec des collaborateurs qui étaient partis et qui sont en freelance ou autres. Donc je pense que c'est une partie dont on parle pas beaucoup parce qu'elle est moins sexy que celle qu'on met tous sur LinkedIn et autres quand c'est la fête et qu'on a levé et autres. Mais je pense que c'est aussi des moments qui sont hyper formateurs avec du recul, ouais, qui sont sans doute les plus impactants de mon parcours et sur lequel en fait tu apprends à te connaître vraiment quoi. Parce que c'est là où on voit l'entrepreneur versus le manager.
Ouais, même si je pense qu'il faut faut que tu sois les 2, mais ce que je veux dire, c'est, ouais, c'est pas se défiler et quand la fête est un peu finie, d'essayer de faire les choses proprement, alignées avec ses valeurs, même si j'ai pas, tout fait bien, hein, parce que tu as des moments de panique où tu sais pas ce qu'il faut que tu fasses, où tu as aussi ton ego, où tu te dis: «Waouh, j'ai vendu ce truc-là» et puis en fait, on n'y arrive pas exactement. Mais toujours est-il que je suis hyper fier de ce qu'on a réalisé sur ces 3 dernières années. On est allé chercher, la rentabilité, et un exercice rentable pour la première fois, l'année dernière, on va dire, cash positif, plus que rentable parce que c'est merci quand même le CIR-CI, de nous aider un petit peu sur la rentabilité totale. Mais voilà, en résumé, le parcours de depuis que j'ai créé la boîte, les 3 premières années de l'euphorie, c'est génial. On a un produit qu'on a bootstrappé, et c'est canon. On lève de l'argent, trop bien, on va accélérer à 2000%. On se prend une pandémie mondiale qui impacte très fortement notre industrie. Un an dans le déni à ça va repartir, ça va repartir. Une deuxième année de ça va peut-être moins repartir. Et puis la troisième de non, en fait, il faut qu'on prenne les décisions. Qu'avec du recul, on aurait pas même dû prendre un petit peu plus tôt, hein, mais c'est toujours ça un petit peu euh, on va dire la schizophrénie ouais, dans l'entrepreneur, c'est être enthousiaste et optimiste, mais aussi pragmatique. Et parfois, en fonction de ta maturité, tu peux pencher un peu d'un côté ou de l'autre. Et puis bah, la phase un peu difficile, justement, où tu as pris les décisions et c'est pas simple, mais le moment de jouissance aussi, quand tu vois que les résultats sont là. Et là, on va rentrer dans une nouvelle, enfin, on rentre dans une nouvelle phase là, parce on l'a annoncé donc hier. On a du coup un nouveau partenaire industriel qui a pris une participation majoritaire dans l'entreprise, qui s'appelle Enigmatic Smile, qui est devenu le leader mondial des infrastructures de cashback. C'est des Anglais qui ont consolidé beaucoup d'acteurs qui faisaient du card linking. Ils ont racheté Fidel, ils ont pris des participations chez Olive aux US. Ils ont ensuite racheté des boîtes qui font de la collecte d'offres. Donc, ils négocient avec les enseignes directement des offres de cashback. Et toute une stack blockchain pour pouvoir faire de la tokenisation de vouchers. Et on a eu la chance de les rencontrer il y a pas très longtemps, en avril de l'année dernière, de voir un fit assez évident. Nous, on apporte la brique Open Banking qui fait que, en gros, on va pouvoir avoir une API qui va permettre d'accéder à l'ensemble des données de transactions bancaires partout dans le monde avec une seule API. Ça va être vraiment un produit unique au monde. Et en plus, notre expertise sur les centres commerciaux, qui est en fait un terrain de jeu pour eux assez évident sur les programmes de fidélité multi-enseigne, et qui est beaucoup demandé par, euh, par les marques, parce que c'est des points de vente à très fort chiffre d'affaires. Et donc ouais, hyper content de ce move-là, hyper content de pouvoir t'en parler au début de ce nouveau chapitre, parce que je pense que le plus dur est derrière nous, qu'on a fait les efforts qu'il fallait pour pouvoir se préparer à scaler. On n'a jamais eu autant de contacts et autant de projets en cours, donc j'espère que ça va repartir très 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 fort. Bon, bah, ça fait plein de sujets qu'on va aborder maintenant. On va commencer tout de suite par l'actualité. Ce rapprochement, comment en fait tu l'as structuré? C'est, toi qui as été à la manœuvre? C'est eux qui sont venus te chercher et te séduire, depuis que tu as eu des contacts avec eux? C'est tes investisseurs aussi qui ont avancé? En fait, quand j'ai senti qu'on allait avoir du mal à relever, j'ai décidé d'étudier des adossements industriels. Et du coup, j'ai travaillé avec une banque d'affaires, Inextinso, pour essayer de préparer à la fois la documentation et puis reach out à des acteurs que je pensais être pertinents.
on a commencé ça. Donc, mon retour d'expérience, c'est que c'est un process qui est long et que dans les faits, il faut pas s'attendre de la banque d'affaires qu'elle fasse de la magie sur les contacts. En réalité, ce que j'ai appris, enfin ce qui m'a été, ce qu'on m'avait dit et ce qui m'a été confirmé par mon expérience, c'est que souvent c'est des relations déjà business que tu as, soit des partenaires, soit des clients, éventuellement quand ça fait du sens. Mais que c'est très rare que la banque d'affaires elle t'amène un contact ou une boîte à laquelle tu n'avais pas pensé. Et du coup, on va dire qu'ils m'ont beaucoup aidé sur la documentation, la structuration, mais qu'in fine, le contact avec qui on a finalisé, c'est moi qui les ai contactés, sur LinkedIn parce que j'ai vu qu'ils avaient fait un rachat de Fidel, donc cette boîte qui fait du card linking, donc sans rentrer dans la technique, nous on accède à la donnée de transaction bancaire grâce à une licence bancaire. Eux, ils ont un partenariat avec Visa, Mastercard, American Express, donc ils accèdent à leurs API et aux données de cette manière-là. Et du coup, je les ai contactés en disant, ben j'ai vu que vous aviez racheté Fidel. Je pense que vous n'avez pas de couverture de données sur l'Europe parce que le card linking a une mauvaise couverture. Peut-être qu'on pourrait faire un partenariat et je pense que ça aurait du sens qu'on collabore ensemble. Et j'ai eu la chance en fait d'avoir en face un CEO qui est un entrepreneur qui connaît hyper bien son marché et avec qui, après 20 minutes de conversation partenariale, on est rentré un peu plus vite un peu plus dans le vif du sujet. Il m'a dit mais du coup, t'en es où de la boîte et c'est quoi tes envies quoi. Et du coup, j'ai eu un discours très authentique de vérité en lui disant ben écoute, je pense que nous on a un produit qui est chouette, mais en fait il nous manque un peu l'essence pour pouvoir le faire décoller. Et dans le contexte actuel, on n'est pas sexy aux yeux des VC. Donc, je pense que c'est un partenaire industriel qu'il nous faut. Et quand je discute avec toi, je pense que tu pourrais être le bon partenaire, quoi. Donc, je m'étais structuré sur la partie documentation et préparation avant de partir en roadshow. Mais le job d'aller trouver le bon partenaire et de créer l'opportunité, le deal, je pense que ça reste la responsabilité de l'entrepreneur. Et du coup, il y a eu combien, enfin, le process, il a duré combien de temps? Et Avec, avec eux ou depuis que je l'ai, enfin, avec les deux, ben, en fait, j'ai lancé en septembre de l'année dernière. Et on avait 4 pistes qualifiées en mars-avril, mars-avril-mai, et à laquelle est venue se rajouter cette piste d'Enigmatic Smile. d'accord. Et Enigmatic Smile, ça allait hyper vite. Et je pense que c'est un bon signe pour savoir s'il va y avoir un bon fit aussi. C'est que il y avait des sujets qui nous paraissaient tellement évidents d'alignement d'intérêt que très vite, en fait, on est rentré dans la due deal, quoi. C'est que peut-être après quasiment 2 semaines d'échange, ils ont demandé à rentrer en due deal et là, on a ouvert le capot complètement pour créer de la confiance, pour se dire que de toute façon, vu qu'on avait d'autres offres, il fallait bien qu'on gère le timing parce que on voulait pas qu'il y ait les autres deals qui nous claquent entre les doigts aussi. Et du coup, on a eu la LOI. Moi, j'ai échangé le 1er mai. On a eu la LOI qui est arrivée mi-juillet. Et D'accord. on a closé en fin août, début septembre. D'accord. Donc très vite. Et sur ce process, tu en retires quoi comme enseignement perso, toi? Que la vie est pleine de surprises et que tout comme il y a des plans que tu fais et il y a des mauvaises surprises, ben parfois il y en a des bonnes. J'avais la chance d'avoir 4 projets qui me plaisaient, mais sans faire offense aux autres acteurs. Le projet sur lequel on travaille avec Enigmatic Smile m'excite beaucoup beaucoup plus. Donc toujours rester
ouvert d'esprit, ne pas se faire des plans sur la comète, accepter d'être agile et d'être réactif. Et la deuxième chose, c'est pour moi, il y a évidemment tous les indicateurs financiers, l'intérêt financier, mais j'ai eu un énorme fit avec le CEO que je trouve euh, que je trouve inspirant, que je trouve marrant, que je trouve parfois tellement ambitieux que je me demande s'il est fou. Et du coup, la question que je me posais, c'est euh, ok, est-ce que tu as envie de bosser avec ce mec-là? Et en fait, au bout de 20 minutes, je savais que c'était le cas. Et ça s'est toujours confirmé depuis. Chaque jour où je rééchange avec lui, je prends énormément de plaisir. Voilà, rester toujours ouvert sur les opportunités. Il n'y a jamais rien qui est arrêté. 2 semaines avant de leur parler, franchement, je pensais avancer avec une autre boîte que je trouvais super aussi et avec qui je suis sûr qu'on aurait fait un super projet. Mais voilà, on va dire que avec le Covid, j'avais connu la mauvaise surprise. Avec cette rencontre-là, j'ai connu la bonne surprise. Pour qu'on comprenne bien, du coup, Spécial plus Enigmatic Smile, c'est combien de personnes au total maintenant? Waouh, tu me poses une colle parce qu'en fait, ils recrutent tellement et ils font tellement de trucs que je sais plus exactement combien ils sont. Nous, on est 15. Je dirais au total, le groupe, il doit faire 250 personnes, un truc comme ça. Ouais, donc un beau groupe tech. Ouais, un beau groupe tech. Ils ont pris des participations dans une dizaine de boîtes. Et en fait, ce qui est assez chouette, c'est que à la fois il y a Enigmatic Smile qui a investi dans ces différentes structures, mais que chaque structure reste malgré tout pilotée par le fondateur ou le CEO. Et donc il y a un côté camaraderie qui parfois s'est créé avec des gens avec qui j'étais en concurrence. Olive, par exemple, qui fait du card linking, on s'était retrouvé sur un pitch concurrent aux US. Et maintenant, on se retrouve Collègues. à boire des bières après les événements qu'on a ensemble. Et du coup, ouais, c'est pour l'instant, alors c'est tout neuf, hein, et je suis peut-être un peu dans le côté lune de miel, hein, peut-être qu'il faudra refaire l'interview dans un an. Mais pour l'instant, ouais, c'est assez canon. Bah, écoute, c'est effectivement, on va prendre rendez-vous tout de suite pour dans un an, pour voir exactement comment se passe. Toi, tu as un engagement de combien de temps justement, post, ce premier deal en fait? Écoute, c'est des infos confidentielles, mais je suis clairement motivé pour être sur le moyen terme avec eux, D'accord. euh, parce que le projet m'excite. Sur les 3 ans qui viennent, je me vois pas faire du tout autre chose. Je veux tout donner parce que bah, j'ai aussi la chance de garder encore beaucoup de capital dans la boîte. Et je l'ai fait parce que je crois qu'il y a énormément de potentiel et que ce potentiel, on n'a pas réussi à le valider complètement dans la période tumultueuse qu'on a connue précédemment, même si la période actuelle, c'est pas la fête non plus. Hein. Euh, mais, 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 euh, mais voilà. D'accord. Et du coup, j'ai vraiment l'impression de rentrer dans une nouvelle étape du projet, si tu veux. On en parlait un petit peu tous les deux avant le call sur le fait que il me manquait un peu un sparring partner business, tu vois, quand j'étais tout seul aux manettes. J'ai mon associé et CTO, mais sur lequel bah, il y a certaines problématiques sur lesquelles il n'avait pas forcément plus de réponses que moi. Et là, d'arriver avec 10 CEO qui ont rencontré un peu des problématiques similaires, un CEO du groupe qui est hyper inspirant, qui a toujours plein d'idées. Je me retrouve un peu dans cette situation que j'aimais bien quand j'étais en entreprise, où on s'est connus, d'avoir des managers qui t'apprennent, qui te challenge. Et c'est vrai que cette relation-là, j'avais pas réussi à la retrouver ou à la recréer euh, avant leur arrivée. J'avais des investisseurs, mais qui n'étaient pas experts du métier.
Donc, ça restait des échanges qui étaient quand même très orientés finance et résultats, et au final, assez peu opérationnels. J'aimerais qu'on revienne sur 3 moments. Le premier, c'est effectivement, tu nous as dit que tu avais fait beaucoup d'erreurs de recrutement dans ton scale, et justement d'intégration de personnes. Ça, c'est quelque chose, qui est intéressant sur comprendre comment tu en es arrivé à ne plus faire, ces erreurs-là. Deuxième moment sur lequel j'aimerais qu'on revienne, c'est le moment où, tu prends la décision de faire sortir certaines personnes, pour le bien de l'entreprise. Puis on reviendra encore après sur le futur. Hem, Question très simple, du coup, tu nous as dit que tu avais fait des erreurs de recrutement, mais est-ce que, si tu avais pas été en remote, tu ne les aurais pas fait quand même? Hem, je pense que je les aurais fait, mais que le le remote a été un catalyseur d'erreurs. D'accord, Parce que, heu, je pense que, qu'on avait, créé une dynamique, et un mode de travail, présentiel au bureau, dont je garde un souvenir, excellent, de cette espèce d'énergie, de dynamisme, d'ébullition, et que j'ai pas réussi à recréer, en remote. Et donc, pour moi, sur les erreurs de recrutement que j'ai fait, il y a recruter un mauvais profil, et ça, peut-être que ça nous sera arrivé en physique, aussi. Et après, intégrer ces profils, pour faire en sorte que leur onboarding soit efficace et qu'il soit le plus efficace possible. Sur les erreurs de recrutement, je pense que, l'erreur que j'ai fait, c'est de penser que des ressources supplémentaires allaient régler des problèmes. le Heu classique. et que, je pense qu'on dans ma tête, mais dans la tête de pas mal de CEO, à un moment donné, tu sais, tu as cette espèce de fierté d'embarquer des nouveaux collaborateurs, et on te demande: «Ah, vous êtes combien maintenant?» Et puis, en fait, tu es fier d'eux. Moi, maintenant, les boîtes qui me font rêver, c'est les mecs qui m'expliquent qu'ils sont 10, que et que ça et que leurs ventes, elles augmentent d'autant. Je pense que c'est un indicateur un peu partagé, tu sais, dans les articles, que tu voyais, dans cet écosystème un peu French Tech, de ouais, on est 200, on recrute 50, telle boîte, ils recrutent énormément. Je pense qu'on n'avait pas assez bien, décrit nos fiches de poste, qu'on a voulu se rassurer parfois avec des profils, seniors, parfois grandes boîtes, et en négligeant un petit peu la particularité de l'environnement startup et de la difficulté à prendre des décisions quand personne te les valide, en fait. Il y a des profils que j'ai eu dans la boîte que je trouve exceptionnellement intelligents, très forts, mais sur lesquels ça a pas fité, parce que parfois ils venaient me demander de valider leurs décisions, et en fait j'en savais rien. Et en fait, c'était très perturbant pour eux que je leur dise: «Je sais pas, vas-y, tente, quoi». Fais-toi Et confiance. ouais, fais-toi confiance. Et du coup, pour répondre à ta question, ouais, le remote a été un accélérateur d'erreurs, et de problèmes, parce que, ben, quand tu as un dev que tu as embarqué et que ta documentation, elle est pas vraiment bien faite, ben oui, tu vas le faire sur Slack, mais en fait, tu vas le faire en visio, et puis en fait, peut-être que la personne va être déjà dans un autre call. Alors qu'en fait, naturellement, tu sais, quand tu as ton desk avec, tes 5-6 devs, bah, si le CTO il est dispo, tu vas lui demander un truc, et puis en fait, tu sais, les échanges se font un peu de manière un peu plus fluide. Et c'est pareil sur la partie commerciale, et c'est pareil sur la partie, ops. Hem, je pense qu'on n'est pas les seuls, mais ouais, en fait, on s'est rendu compte on était un peu trop artisanal, pas du tout organisé, et qu'en fait, quand tu embarques des gens, quand tu recrutes des nouvelles personnes, et que tu as pas processé, bah, en fait, chaque personne additionnelle est un problème en plus, en fait, et pas une solution en plus, quoi. Je suis complètement d'accord avec, cette phrase-là. Je peux pas dire quelque chose qui me fasse plus plaisir.
Dans tous ces recrutements, est-ce qu'il y a des recrutements qui ont été un peu game changer et qui t'ont permis justement de mieux structurer, l'entreprise? J'ai eu plein de recrutements qui ont eu des impacts forts. Mais je pense que j'ai assez mal structuré la boîte et notamment la gouvernance, et qu'en fait, du coup, parfois on a eu des fulgurances et pas assez de capitalisation. À ma décharge, je pense que j'étais vraiment en mode warning et déni à partir de 2020, le moment où en fait on allait scaler. Et j'avais ce truc-là où je disais à tout le monde, mais ça va le faire, hein, ça va repartir. Mais en fait, au fond de ma tête, j'avais cette crainte et de me dire, mais c'est pas possible. Quand est-ce que ça va vraiment repartir, quoi? 2020, 2021. Et du coup, je pense que j'ai pas été très très bon dans mon pilotage de mes managers et dans l'organisation de l'équipe. Euh, Parce que c'était aussi nouveau pour moi d'avoir une équipe aussi grosse. Et du coup, j'ai eu des profils top qui n'ont pas été aussi game changer qu'ils l'auraient pu l'être, en partie de ma faute, un peu sans doute de la leur aussi de temps en temps, mais je prends bien volontiers cette responsabilité-là. C'est que c'était tellement compliqué comme période que parfois je pense que j'ai manqué un peu de recul et de lucidité pour bien organiser les choses, que j'étais un peu paniqué. Et du coup, il y a certains profils top qui n'ont pas tout, enfin, avec lesquels on aurait pu mieux collaborer, on aurait pu faire des plus grandes choses. Mais il y a aussi des profils juniors qui sont arrivés où là, en fait, tu es vraiment sur du pur humain, où tu te dis, waouh, il réfléchit bien, truc. Il y a une personne, un junior, euh, qui m'avait contacté, candidature spontanée, et qui me dit oui, je voulais savoir si vous aviez des postes. Et en fait, je le vois et je me dis en fait, j'ai aucun poste à lui proposer. Et je lui dis ben écoute, en fait, j'ai pas de poste à te proposer, mais en fait, viens. Et en fait, on va trouver quelque chose. Viens bosser avec moi, on va trouver quelque chose. Et il se trouve que c'est le mec le plus efficace euh, et, euh, et, 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 et qui a sans doute eu le plus gros impact opérationnel ever. Et c'était un sorti d'école, un petit HEC, euh, et une machine de guerre analytique, une machine de production. Et donc, ouais, ce recrutement junior, il a eu un très gros impact. Mais ouais, je pense que dans cette période un peu de panique, il y a pas mal de recrutements où ça aurait pu mieux se passer, et où j'aurais pu plus construire en étant un peu plus lucide. Mais malheureusement, dans ce moment de panique, je l'étais pas, quoi. Du coup, derrière, quand ça se passe mal, comment tu réfléchis à ton pivot et ta réorganisation de l'entreprise? Tu t'es fait accompagner? Qu'est-ce qui t'a, en fait, amené à choisir et à définir quelle allait être l'équipe, restreinte sur laquelle tu allais t'appuyer? Euh, alors, bah, ça, pour le coup, c'est un sujet sur lequel on a assez bien échangé avec mes invests, sur lequel j'arrivais avec des propositions et on les validait ensemble. J'ai aussi pu échanger fin 2022. On avait besoin de faire un petit bridge et je me suis rapproché de gens que tu connais peut-être. C'est les Entrepreneurs Réunis. Martin Genot, ça te dit quelque Ça me chose? parle, ouais. Voilà, Martin, j'y voyais plus clair, je voyais mes remboursements de PGE qui arrivaient, j'avais un trou de trésor sur 3 4 mois, je l'ai eu au téléphone et en 30 minutes, il m'avait donné 14 pistes, il m'avait secoué sur 10 sujets, il m'avait dit attends mais viens on se fait une petite session cost cutting là. Et puis en fait il me dit mais attends mais ça pourquoi tu payes ça, mais attends mais ça c'est tu peux pas couper. Et en fait
j'avais fait 80% du boulot et lui, il m'a aidé à faire les 20% additionnels. Donc ouais, pour ceux qui écoutent le podcast et qui sont un peu dans le tourbillon, contactez Martin Genot, qui est toujours plein d'idées. Faut être prêt parce qu'il a beaucoup d'énergie, On donc il mettra secoue son profil beaucoup. en lien de l'épisode. Ouais, ouais. Et du coup, lui m'avait pas mal aidé, avec des personnes de son équipe, je pense à Solène et je pense à Bruno, qui m'ont aussi beaucoup aidé dans les moments où c'était chaud. Euh, Comment on recrée une dynamique après, en fait, cette étape-là, pour embarquer les équipes dans dans un nouveau développement? euh, pour moi, toujours s'assurer, dès lors que tu n'as pas créé le lien de confiance, que quand ça se passe bien, tu as dit les choses, et quand ça se passe mal, t'attends pas que ce soit le dernier moment pour dire les choses. Les gens qui sont là, en fait, ils sont là en connaissance de cause. Euh, donc, euh, euh, je vais pas dire que c'est la fête dans ces moments-là, mais les gens qui sont là, ils savent pourquoi ils sont là. Ils savent que tu les laisseras pas tomber et ils savent qu'ils vont pas se prendre une surprise du jour au lendemain. Euh, quand je disais, quand je savais que si jamais on n'arrivait pas à faire tel objectif commercial, on allait devoir reprendre des décisions un peu difficiles, je le disais. Tout comme quand on signait un nouveau deal, je réaffirmais, écoutez, là je vous le dis, je suis hyper content, le plan il est exécuté comme on le voulait. Les personnes, parce que parfois tu as ces calls-là où en fait tu dis que c'est un peu chaud et puis tu as un mec que tu as recruté qui est en période d'essai. Et tu vois, ça m'arrivait en call, en team meeting, en visio, de dire, telle personne, je sais que tu es en période d'essai, sache que j'imagine bien que c'est un peu stressant, mais sache qu'on est très content de ton travail, que le plan s'exécute bien et que tu n'as pas de souci à te faire. Si jamais on exécute bien le plan, tu seras pas une variable d'ajustement. Donc en fait, tout le temps un peu surcommuniquer pour recréer de la confiance, pour faire en sorte que tes talents, ils cherchent pas à aller ailleurs. Et la dynamique, je pense que j'ai réussi à la créer, à la maintenir comme ça, en étant très honnête, très direct, pas toujours tout dire, mais euh, mais mais en fait, tu vois, on a vraiment fait une analyse de nos résultats 2022 en leur disant, bah voilà, on a perdu du temps parce que en fait, on avait tel contrat qu'on n'a pas converti, ça s'est décalé de temps, donc j'ai fait petit cours de cash flow, tu vois, et en fait, j'ai une personne dans l'équipe Data Science qui m'a dit, franchement, c'était trop bien, merci de partager ça en transparence, et du coup, ben, quand les décisions difficiles, elles ont été prises, tu les as expliquées, et puis en fait, ils voient les impacts. On leur dit, ben voilà, en fait, on a réussi à faire un exercice positif parce qu'en fait, on a réduit de tant de pourcents notre masse salariale et que notre chiffre d'affaires, il a beau pas avoir augmenté fois 2, il a un peu augmenté, donc du coup, ben en fait, on est rentable. Donc c'est trop bien, on va recruter l'année prochaine, quoi. Voilà. Tu nous disais là, encore à l'instant là, que tu avais multiplié par 2 le chiffre d'affaires. Comment tu as un petit peu organisé les ventes pour être efficace, sachant que tu nous as dit que tu couvrais beaucoup de pays différents? Euh, alors le là-dessus, c'est un truc où peut-être j'ai pas encore assez bien réussi à scaler. Ah, C'est que je reste encore beaucoup à vendre. d'accord. J'ai beaucoup de mon chiffre d'affaires qui est actuellement encore avec les centres commerciaux. Ça va sans doute, enfin, c'est en train de s'accélérer et je pense que ce sera de moins en moins le cas dans les années qui viennent. Mais sur le secteur centres commerciaux, c'est une industrie où tout le monde se connaît un petit peu et où du coup je reste beaucoup à la manœuvre commercialement. J'ai eu 2 directeurs commerciaux sur les 8 dernières années qui m'ont aidé et qui ont signé des très beaux deals. Mais si tu veux, j'ai pas encore créé la machine à vendre partout dans le monde avec la super méthode de vente.
je reste encore un peu trop founder-led, comme diraient les VC, quoi. Euh, mais mais la réalité, c'est que j'aime bien ça, que je suis pas trop mauvais sur la partie commerciale. Ça me permet aussi d'avoir les retours marché pour pouvoir adapter un peu le produit. Là, avec Enigmatic Smile, on va annoncer dans les semaines qui viennent une nouvelle offre. En gros, on va proposer à la fois la plateforme pour transformer les cartes de paiement en cartes de fidélité et une plateforme de retail média pour monétiser cette donnée auprès des marques. Donc en fait, on arrive avec une nouvelle proposition de valeur et ça, en fait, en étant très très conscient des cycles de vente et des points qui pouvaient bloquer, ça m'a permis très vite de parler du sujet avec Enigmatic Smile, leur dire, en fait, je pense qu'on peut vendre 4 fois plus en ayant une solution sur laquelle on arrive avec aussi la monétisation d'audience, parce que nos clients pourraient le faire, on leur donne une donnée qui est incroyable, mais ils le font pas. Même ceux qui nous ont dit on va le faire ou on va recruter pour, ils le font pas. Donc en fait, en l'intégrant dans la plateforme et en l'amenant en monetization as a service, en fait, on a une vraie opportunité. C'est quoi aujourd'hui les grandes valeurs de Spécial? Euh, sur les valeurs, nos valeurs internes, elles sont forcément un peu marketées pour qu'elles puissent imprégner. Mais la plus grosse valeur, c'est oser. En fait, moi, je suis pas du monde de la fintech. Euh, je, on a eu notre licence bancaire auprès de la Banque de France. On était la quatrième boîte en France à l'obtenir. Les autres, c'était des Bankin, des Linkso, qui étaient très gros à l'époque. Nous, on était quatre. Mais dès lors qu'en fait, tu as une conviction basée sur une analyse solide, j'encourage tout le monde dans la boîte à proposer et tout le monde a voix au chapitre, quoi. Quel que soit ton niveau de seniorité, quel que soit ton département, toujours oser de proposer, d'aller au bout de ses idées. La deuxième, c'est l'authenticité, ça veut dire dire ce que je fais, faire ce que je dis, aussi bien en interne qu'avec nos clients, pour faire en sorte de créer de la confiance. C'est peut-être des choses qu'on a mal fait au début parce que le produit il était très nouveau. Là, on s'appuie sur la directive sur le service de paiement numéro 2 qui est sorti en 2018. Les API des banques, c'était un peu foireux à l'époque. Donc en fait, de temps en temps, on disait un peu oui, tout est beau, tout est joli, et puis en vrai, au client. Et en vrai, c'était pas exactement ça. Je pense qu'avec du recul, on aurait dû être un peu plus authentique et un peu plus assumé. D'autant plus, c'était pas des problèmes de notre côté, c'était vraiment des problèmes d'infrastructure côté banque, mais malgré tout. Et la troisième, c'est care, c'est prendre, pareil, ça paraît un peu bateau, mais prendre soin des uns des autres, faire en sorte de toujours faire attention à la manière dont on se sollicite, dont on collabore, et faire en sorte que quand on rencontre un problème, c'est pas le problème de tel département ou de telle personne, c'est notre problème. Et du coup, moi, je pousse beaucoup à la transversalité, à avoir des projets où en fait, tu as un projet de data science, mais en fait, il peut y avoir quelqu'un du CSM qui va être partie prenante du projet, qui va pouvoir les aider, mettre les mains dans le cambouis pour pouvoir les aider. Donc voilà, c'est nos trois principales valeurs. Comment tu t'es assuré que du côté d'Enigmatic Smile, ces valeurs soient partagées, soient comprises? Euh, ben, et je trouve qu'on a eu une conversation intéressante parce que ces valeurs, elles sont dans notre petit playbook quand il y a quelqu'un qui arrive. Donc en fait, dans la due deal, on s'est trouvé à en parler. Euh, ils ont deux, trois valeurs un peu plus guerrières et du coup, il m'a un peu charrié en me disant que c'était un peu bisounours parfois des trucs. Mais je pense que c'était plus pour me voir si en fait il y a non, non, mais en fait ça c'est écrit, mais en fait on s'en fout, on est des guerriers, des bouchers, et puis en fait voilà. Le care dans l'interaction que j'ai eue avec le CEO. J'ai vu tout de suite qu'il était très bienveillant, à comprendre dans les discussions, les people
qui étaient les people, de pas être là en disant attends mais vous êtes 15 et en vrai la rentale pourrait être de temps donc en fait tu me dégages un tel ou quoi assez assez humain sur clairement sur l'authenticité euh, il m'a tout de suite aussi dit les choses très clairement. À chaque fois qu'il m'a donné une deadline sur un retour qu'ils allaient me faire, une proposition, ils l'ont fait. Quand ils pensaient des choses positives du produit, ils me le disaient. Donc honnêtement, dans la phase de due deal, j'ai assez bien validé que toutes nos valeurs allaient plutôt coller, quoi. Et du coup, là, tu as quand même vécu des hauts des bas en 8 ans, quasiment. Enfin, même pas en quasiment 8 ans, c'est en 8 ans. Enfin, quelle routine tu mets pour te préserver et préserver ta santé mentale de dirigeant? Beaucoup. Parce que dans ces 8 ans, j'ai eu vraiment un moment où j'étais très 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 mal. J'ai fait un burn-out. Moi, je trouve que burn-out, c'est un peu l'euphémisme pour dire dépression, quoi. Donc, j'ai vraiment touché le fond en courant 2022. J'avais tout donné 2020-2021, un peu dans le déni, et puis 2022, en fait, j'y arrivais pas. J'avais toujours un peu essayé de prendre soin de ma santé mentale. Je vois un psy depuis longtemps. Je pense que l'accompagnement psychologique des entrepreneurs est un sujet ultra critique. Moi, si j'étais VC, en fait, je mettrais des ressources et du financement spécifiquement sur ce sujet-là. Et en fait, comment je m'occupe de ma santé mentale je vois une psy depuis une nouvelle psy depuis janvier 2023 avec laquelle je bosse sur des on fait des thérapies, on fait une thérapie cognitive comportementale. Donc j'ai plein de petits exercices quand j'ai du stress. Je médite 3 fois par jour. Quand j'ai du stress sur une problématique, j'ai mes petits outils où je fais un petit cercle pour savoir quel trigger ça a allumé, comment j'ai réagi et autres. Et je me suis dit un truc après 2022, c'est qu'en fait, je me mettrai plus jamais dans le rouge comme ça, que je me l'interdisais et que s'il fallait prendre des décisions un peu dures, de démissionner, de passer la main ou quoi, en fait, je le ferais parce que je me remettrais plus du tout comme ça. Donc beaucoup de rituels. J'y consacre à minima 3 fois 10 minutes par jour avec la méditation, une fois par semaine en voyant ma psy. Euh, et c'est un sujet sur lequel je suis très à l'aise à parler et je pense que dont on devrait encore plus parler parce que en fait c'est éprouvant, c'est dur. Parfois on se sent un petit peu ridicule en plus de se dire waouh, oui, c'est bon, je suis pas non plus à la mine, hein. Mais en fait, la réalité, c'est que les angoisses, il n'y a pas il n'y a pas une échelle très tangible. Hein. C'est que confronté à une même situation, il y a des gens qui vont très mal le vivre et d'autres non. Et en fait, il faut pas se culpabiliser de ça. Il faut juste l'accepter. Ouais, ok, là, je panique. Voilà, je suis angoissé. Et moi, c'est un sujet qui me passionne. J'ai un de mes meilleurs potes qui a lancé une boîte qui s'appelle Mindday, qui est géniale, qui est une application d'autothérapie, Boris Pourreau, que je vous invite à télécharger, où on peut avoir un accompagnement sur des thématiques et autres. Donc, c'est un sujet qui me passionne, sur lequel j'essaie de m'investir à titre personnel. Et sur lequel même je m'interdis pas un jour d'avoir des projets de business. Tu Je pense que tu as raison parce que le déni que beaucoup d'entrepreneurs font par rapport à leur situation est assez impressionnant, surtout en période de crise. Ben, c'est dur hein, parce qu'en fait tu vends ta vision et ta boîte non-stop. Donc en fait, quand tu dois assumer qu'il y a un gros décalage entre ta réalité et ce que tu as raconté depuis des années, euh, ça met un petit coup à l'ego et c'est pas évident à gérer quoi. On est d'accord. C'est très compliqué à gérer.
pour être passé par là, je partage bien tes mots. Aujourd'hui, on va avant de passer à la dernière partie de cet entretien avec le quiz improbable, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Non, je crois pas. Je crois que je crois que t'as été pas mal. Non, non. Si, peut-être le futur, ce que je vois dans les 12 mois qui viennent. Dans Ouais, les 12 mois qui viennent, avant notre prochain épisode, du coup. ouais, dans le prochain épisode. En fait, on a un produit tech qui est assez génial d'accéder à la donnée de transaction bancaire partout en Europe. Et qui était sous-exploité avec notre cas d'usage spécifique centres commerciaux. Donc là, l'intégration avec une API unique pour avoir une API unifiée pour accéder à l'ensemble des données de transaction bancaires partout dans le monde avec Enigmatic Smile m'excite énormément. J'en ai parlé assez rapidement, mais on a un pendant, une partie du projet avec Enigmatic Smile qui est une crypto-monnaie qui s'appelle VO, qui a pour vocation de venir tokeniser des vouchers dans la blockchain. Moi, je suis assez friand de Web3 depuis des années. En fait, pouvoir bosser sur un projet Web3 avec eux m'excite énormément. Et je pense que ça va être une vraie révolution, ce qu'on va faire là, sur les clients cashback. Et puis me relancer au développement international parce que c'est vrai que quand ça secoue un petit peu et que tu réduis les équipes, tu as plutôt tendance à consolider les marchés où tu es déjà. Et là, on a beaucoup d'opportunités en Asie, en Amérique du Sud qui s'ouvrent. Donc, c'est repartir à la conquête de nouveaux territoires, de nouveaux clients. Et voilà mes objectifs sur les 12 prochains mois. Si on te demande d'un peu plus loin, comment tu vois le marché du retail évoluer? Puisqu'il a quand même été très secoué ces dernières années. Heu, est-ce que tu vois enfin, qu'est-ce qui pourrait, à un moment ou à un autre, signer son embellie? Euh, Ben, en fait, la réalité, c'est que il va y avoir une consolidation forte, que ça va écrémer très très fort, et que c'est déjà été le cas. Si alors petit 1, il faut sortir du fantasme du tout online. Ça veut dire que nous sur les données de transaction qu'on suit, hein, il y a à peu près 70% du chiffre d'affaires en Europe qui est encore fait en commerce physique. Donc, pour moi, ça va être rationalisation des implantations physiques des enseignes. C'est-à-dire qu'en fait, elles avaient tendance, pour pénétrer un marché, à multiplier les points de vente. La rentabilité d'un point de vente, elle est compliquée. Donc, avoir des maillages intelligents pour faire en sorte d'avoir la meilleure expérience omnicanal possible avec le moins d'implantation possible. Et ça, en fait, ça demande des vrais changements de logique dans les développements commerciaux des enseignes. Euh, la deuxième chose, c'est assumer ses valeurs, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que aller se battre sur le prix avec Shein ou Primark, en fait, ça va pas être possible. Et que donc il va falloir assumer ses prix, qu'il y a des marques qui sont assez fascinantes là-dessus, évidemment. Enfin, Patagonia, tu vois, moi c'est une marque qui me fascine beaucoup. Je suis pas forcément client, j'aime pas forcément les produits, mais par contre c'est un positionnement prix éthique qui est très très clair. Et la troisième chose, ça va être renouveler les stratégies marketing des marques. Et en fait, aller vers essayer de se sortir de la dépendance, je pense, des budgets médias qui passaient par les GAFA. Si tu veux, il y a 8 ans, on aurait parlé des NVB, tu vois, et t'aurais dit, on aurait listé tous les DNVB qui cartonnaient. Sauf qu'en fait, quand tu es une DNVB, ton coût d'acquisition online, il est ultra dépendant du prix que tu vas payer à Meta ou à Google. Oui, d'accord. Et donc, tout comme il faut bien négocier, enfin, quand tu négocies ton loyer, l'avantage, quand tu négocies ton loyer d'un point de vente, une fois que tu as bien négocié ton loyer et que tu connais à peu près tes charges opérationnelles, t'as plus trop de surprises, quoi. À part si
il y a les gilets jaunes et que ton trafic il baisse de 40%, ok, mais ce que je veux dire, c'est que tu as quand même un peu une maîtrise. Moi, je connais beaucoup de dirigeants retail qui ont des canaux online sur lesquels ils sont ultra dépendants du coût d'acquisition. Et donc, essayer de s'extirper de cette mainmise sur l'acquisition online des GAFA, d'avoir des stratégies avec une meilleure valorisation des données first party. Et nous, c'est notre vision, hein, c'est de se dire, on te donne accès à la meilleure donnée first party au monde pour le shopping, qui est la donnée de transaction bancaire. Et en fait, elle va être au cœur de ton CRM, et donc du coup, tu vas pouvoir aller targeter tes clients et les fidéliser grâce à cette donnée-là. Donc, moi, pour résumer, c'est amélioration optimisation des canaux de vente, moins de points de vente, mais sur des meilleurs lieux et meilleures combinaisons avec les ventes en ligne, assumer ses valeurs et s'assurer de sortir de la dépendance des GAFA sur tes acquisitions clients online en accédant à une meilleure donnée first party. Et là-dessus, tu peux nous appeler. Bon, écoute, j'espère qu'il y aura des gens qui t'appelleront suite, à, suite à cette vision que tu viens de nous tracer. Je te propose du coup un petit quiz pour Vas-y. terminer. Est-ce que tu es plutôt thé ou café? Je suis plutôt thé maintenant. Ah, il y a eu un changement qui arrive à cause de quoi? Ouais. En fait, le café, j'ai arrêté parce que j'étais déjà beaucoup trop tendu et en fait, ouais, non, j'en prenais trop. J'étais trop caféiné, donc j'ai arrêté ça en même temps que la cigarette. Est-ce que tu as eu la fameuse semaine de mal de crâne quand on arrête la caféine ou t'es passé ou c'est Je tu n'as pas remarqué? me, j'ai pas remarqué, ouais. Bon. Si Spatial pouvait parler, quel serait son mot préféré? Oser. Une de tes valeurs. Si tu pouvais embaucher un super-héros comme co-CEO avec toi ou en sparring partner, qui c'est que tu choisirais? Waouh. Peut-être Bronson, tu vois, parce que c'est un mec qui m'a toujours, qui m'a toujours un peu. Ah, un vrai super-héros Un vrai un super-héros, vrai ouais. super-héros. Putain, je suis assez mauvais en super-héros. Alors un héros, c'est voilà, tu nous as donné Bronson. Ouais, un héros, Bronson, le fait, ce qu'il a fait sur toutes les verticales, c'est assez impressionnant. Si tu pouvais enfin, si, Spécial était une saveur de glace, quel serait son parfum? Moi, j'aime bien le parfum yaourt, donc je vais dire ça parce que spécial, c'est aussi un petit peu moi. Et donc, du coup, je vais dire yaourt. Ouais. Quelle serait la chanson hymne de Spécial? Waouh. Waouh, t'es dur là. Je te rappelle que tu as un Euh, joker, voilà. ouais, mais je vais pas donner un joker. Je vais pas donner un joker là-dessus. J'aime beaucoup trop la musique pour ça. Bah, il y a il y a une chanson qui s'appelle Special Heroes, mais je me rappelle plus de qui c'est, mais je vais la retrouver et je pourrais t'envoyer le lien, tu le mettras sous le podcast. Si tes concurrents étaient des personnages de dessins animés, qui seraient-ils? Ouais, Joker, j'aime pas parler des concurrents. Ah. Quel est le plat le plus bizarre que tu as mangé pendant un déjeuner d'affaires? Une choucroute. Ouais, c'est pas un bon plan, la choucroute. Si tu devais créer une mascotte pour représenter Spécial, elle ressemblerait à quoi? Elle ressemblerait à quoi? On avait fait un projet. Oui, on avait appelé un mec qui s'appelait Bilby et c'était une espèce de fraction, tu vois, de pourcentage animé pour dire avec nos programmes, tu pouvais bénéficier de des réductions de partout. Donc ça ressemblerait à ça, une espèce de frige des Jeux Olympiques, mais en mode discount. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle époque aimerais-tu entreprendre? Waouh. Franchement, je pense que maintenant, c'est assez dingue, en fait, d'entreprendre maintenant. Je sais pas, je resterai là.
Moi, je trouve que c'est la meilleure période, c'est la période la plus sympa. Est-ce que tu es plutôt sushi ou sandwich? En vrai, depuis mon voyage au Japon, j'ai du mal à remanger des sushis ici parce Ouais. que c'est vraiment trop bon, donc je vais dire sandwich. Est-ce que tu es plutôt McDo ou gastro du coup? Ah, je suis plus gastro, ouais. Bon. Est-ce que tu es plutôt lundi matin ou vendredi soir? Vendredi soir. Est-ce que tu es plutôt Elon Musk ou Bernard Arnault? Tu as utilisé J'aurais ton bien joker? utilisé, j'aurais bien utilisé mon joker. Je vais dire Bernard Arnault parce que incroyable réussite. Technologiquement, je suis terriblement un fanboy de Musk, mais niveau valeur, je suis pas assez aligné, donc je vais dire Bernard Arnault clairement. Dernière question, quelle est la chose la plus étrange que tu aies dans ton bureau? Waouh. La chose la plus étrange que j'ai dans mon bureau, c'est un, c'est un tampon Mad Men avec un petit logo Mad Men et écrit Validated et que j'utilisais beaucoup sur les contrats commerciaux parce que ça me faisait marrer. Sympa. Si des personnes veulent venir à ta rencontre suite à cette interview, quel est le meilleur canal pour te contacter? LinkedIn LinkedIn? ou Super. Twitter Bon, ok. Eh ben, écoute, je mettrai les liens. Écoute, Didier, merci beaucoup pour ton temps. Bonne continuation à Spécial au sein de votre nouveau groupe. Et puis, rendez-vous dans un an pour faire un débrief. avec plaisir. À bientôt. À bientôt, salut.